Ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à Bondy. Avant d'accueillir les autres blogueurs, d'abord je vais vous proposer de boire quelque chose et puis après on abordera les grands sujets. Donc si vous voulez bien vous mettre ici. Avec plaisir. Voilà. Tout va bien? Ça va, très bien, merci. Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir Thaïlande. Moi je voudrais un café s'il te plaît. Et vous, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous buvez? Un petit galopin. Merci en tous les cas d'être venu à Bondy. C'est pas la première fois que vous venez à Bondy, vous connaissez bien visiblement Non, je cette connais ville. bien Bondy. Je connais pas tout Bondy, hein, mais Ouais. je connais du monde à Bondy. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement d'aller encore dans les cafés comme ça depuis que vous êtes Premier ministre? Autant que je peux, c'est toujours avec plaisir, parce que là on voit des gens, hein, on peut parler un peu avec eux. Mais On c'est peut pas encore, vraiment, sincèrement, en c'est tant que pas- Premier ministre, c'est on pas peut facile. encore aller au bar? Très honnête, oui, c'est possible. C'est possible. On peut aller À aussi, Nantes, par exemple. dans votre Oui, ville. à Nantes, j'y étais le week-end dernier. Là, le contact est plus facile, mais à Paris aussi. Et à Bondy, en tout cas, c'est facile. Est-ce que votre vie a changé depuis que vous êtes Premier ministre? Si je vous disais le contraire, vous pourriez pas me Votre croire. garde-robe, par exemple, a changé? Pas vraiment. Pas vraiment, non? J'ai pas trop changé la garde-robe. Enfin, si, je change quand même de costume parce que ça s'use quand même. Hein. Ah, vous avez pris une bière? J'ai dit un galopin, il m'a mis une bière carrément. J'aime bien la bière, vous savez. Écoutez, allez-y. Ouais, moi, il Ça, m'a pas c'est mis de sucre. Ça, c'est ma formation Il m'a pas mis de germaniste. sucre, c'est la crise. C'est Il m'a ma pas mis forma- de sucre. Ah oui, carrément, vous êtes privé C'est de dingue. sucre. Alors, on va faire un Voilà, kill vôtre. même avec ça. À la vôtre. Non, ma vie a changé, bien entendu. C'est extrêmement prenant ce que je fais. C'est même accaparant. J'essaie de garder un peu de temps à la fois pour moi, ma famille, mais aussi pour les amis. Et puis aussi garder le contact avec la vie des gens. Parce qu'il y a... Tous les politiques nous disent ça. Oui, mais c'est franchement, vrai, Jean-Marc Ayrault, c'est tous vrai, les politiques c'est nous vrai. disent ça et en plus, tous les sondages disent l'inverse. Mais les sondages, c'est une impression. Et puis même les gens ici, ils disent l'inverse. Souvent, ils disent oui, les politiques sont éloignés, sont déconnectés, sont Je ne vais pas proches vous des dire gens. que j'ai une vie normale. Oui. Quand on est à la tête du gouvernement à Matignon, c'est une vie qui vous prend du matin au soir, etc. Mais je veux absolument garder le contact. J'ai toujours gardé mon même numéro de portable. Vous êtes d'ailleurs un des followers du Bondy Blog sur Twitter. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez? Ouais. Donc ça nous permet de vous envoyer des messages qui sont souvent j'écoute très tout crus. ça, d'ailleurs. j'ai vu vos différentes émissions, tout ça, c'est très intéressant. Parce que là où les gens parlent en toute franchise. Mais moi, ce que j'aime, je voudrais, c'est l'authenticité de la vie des gens. Donc je me méfie un peu de l'hyper-médiatique. Je dis pas ça pour le Bondy Blog, Oui, oui, oui. qui est justement un peu en décalage. Je me méfie je dirais de l'écume des choses. Le fait que vous ayez été maire d'une grande ville pendant des années, est-ce que c'est utile aujourd'hui à Matignon? Fondamentalement. Ça a été un peu un handicap parce que vous êtes un provincial, on vous a Oui, un peu regardé de haut. Est-ce que vous avez transformé finalement ce handicap en... J'ai pas le En complexe, j'ai pas de complexe, mais je connais, parce que j'ai été dans l'opposition, j'ai été 26 ans député, et j'ai été président du groupe socialiste, le groupe de C'est pas un peu l'opposition. beaucoup ça, 26 ans de politique en pendant France, 15 ans. franchement. C'est pas un peu beaucoup. Pendant 15 ans, Ouais. et je peux vous dire que j'ai l'habitude, je connais la société politique, puisque vous me Ouais. posez la question, il y a une forme de condescendance parfois, une forme d'élitisme, et je le combats. Mais je le combats parce que je considère que j'ai ma légitimité, et ma légitimité, c'est les gens que je représente. J'ai été élu, j'ai pas été élu député par hasard, on m'a pas nommé, j'ai été élu. Comment vous faites pour tenir encore le lien avec la population? Je fais de la politique. Moi, j'ai pas oublié le souhait des Français de changer de méthode, de changer de politique, de changer de priorité. Mais en même temps, quand on voit un peu les études d'opinion, on voit bien que c'est pas Oui, très flamboyant, mais ni vous, ni Hollande. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne veux pas rester fixé là-dessus toutes les semaines. Moi, mon obsession, c'est pas de regarder le sondage hebdomadaire. Parce que je sais très bien que quand on demande des efforts, quand on fait des réformes, quand on change les choses pour remettre le pays debout, pour remettre la République à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La confiance, c'est pas comme ça se décréter. Mais Mais est-ce c'est que- pas pour ça qu'il faut se décourager. Oui, mais est-ce qu'on peut réformer ce pays sans faire de bruit? Est-ce qu'on peut réformer ce pays en étant dans le consensus? Ou est-ce qu'il faut vraiment frapper des grands coups? Bah, écoutez, on fait des choses qui déplaisent. Hein. Quoi, par Quand exemple on met par exemple une tranche d'impôt à 45% pour les revenus au-dessus de 150 000 euros, ou qu'on met une tranche à 75% pour ceux qui gagnent 1 million d'euros, vous n'avez pas entendu le bruit et la fureur? Et la dernière question, est-ce que vous suivez le FC Nantes qui est reparti en trombe en Ligue 1?
Oui, Vous je le suivez suis depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'être maire quand le club a été 2 fois champion de France, a gagné la Coupe de France. C'est une superbe histoire. Mais C'est comme le Parti socialiste en fait, le FC Nantes, il a eu ses heures de gloire. absolument. Et aujourd'hui, il est un oui, peu, mais voilà, non justement, le Football Club de Nantes était descendu Ouais. en Ligue 2. Il vient de remonter. Et vous avez vu qu'il se porte pas si mal que ça. D'accord. Et je vais vous dire quelque chose. Ça vaut ce que ça vaut la comparaison footballistique. Oui. Mais il faut revenir toujours à ses fondamentaux. Et comme le Football Club de Nantes les avait un peu oubliés, il est descendu. Comme il est revenu à ses fondamentaux, ça va mieux. Et c'est comme la manière de se comporter. C'est le beau jeu. Vous savez, le beau jeu Oui, oui. nantais. Le jeu collectif. L'école nantaise, l'école des Canaries. Il y a les deux. Il y a les fondamentaux, les valeurs, et puis il y a la manière de faire, le jeu collectif. C'est le pour ça que beau vous jeu êtes collectif. redescendu en banlieue, dans le monde populaire, et c'est ce monde populaire qui va vous interroger pendant Vous les savez, 3 quarts d'heure à venir. J'ai été maire d'une ville de banlieue pendant 12 ans. C'est Saint-Herblain, qui est une ville de 40 000 habitants, à côté de Nantes, qui n'a qu'une rue à traverser. C'est un peu comme ici. Et puis ensuite, maire de Nantes. Donc je connais vraiment la diversité des situations, la diversité de la vie des gens. Et c'est pour ça que je me sens tout à fait à l'aise en venant vous voir aujourd'hui à Bondy. Alors vous allez rencontrer les 3 jeunes blogueurs qui ont fabriqué Avec grand cette plaisir. émission pendant 3 quarts d'heure. Et mais vous voyez, comme c'est la crise, moi j'ai bu mon café sans sucre. Donc je vous laisse terminer votre bière. C'est très sain de boire du café sans sucre. Jean-Marc Ayrault, avant de rencontrer les 3 jeunes blogueurs qui ont fabriqué cette émission, je vous propose d'abord de regarder la conférence de rédaction qui est en gros le sommaire de cette Oui, émission je veux bien. pour que vous mettiez en gros dans l'ambiance de ce que vous allez vivre pendant 3 quarts d'heure. Alors j'appuie ici. Alors on reçoit Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Au Bondy Blog Café, c'est le premier numéro de la saison 3, donc c'est un événement important pour nous. Quelques mots sur Jean-Marc Ayrault qui se lance en premier. Il est un peu trop conciliant, il devrait plus affirmer son autorité. Et le problème, c'est que même si il est compétent, s'il arrive à obtenir des résultats, on restera sur cette image un peu un peu molle, quoi. Je pense qu'il est à l'image du président de la République, c'est pareil, il a nommé quelqu'un à son image et il serait à la limite, moi je pense qu'il serait interchangeable presque. Jean-Marc Ayrault, c'est un Premier ministre normal. Mais ce qui se passe, c'est que la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout normale. Donc on peut s'en passer en fait d'un Premier ministre normal. On a plutôt besoin d'un mec qui aille au charbon, qui montre qu'il est le chef, qui ait des propositions fortes, qui change les choses. Sur la forme, moi je trouve que c'est moins agressif, mais sur le fond, je vois pas de grande révolution de gauche. On va parvenir à Mitterrand, mais Mitterrand il a fait quelques mesures fortes. Mais là, clairement, à part le mariage pour tous, je ne vois absolument pas de mesures fortes. Quand le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, il donne 20 milliards d'euros de crédit d'impôt aux entreprises et qui fait augmenter la TVA, c'est pas un gouvernement de gauche. J'ai trouvé que le gouvernement était très effacé sur les questions de fermeture des usines. Soi-disant, on essaye de sauver Florange, etc. Tu vois bien qu'il y a eu un total désaccord entre Montebourg et Jean-Marc Ayrault sur la question de Florange. Par exemple, sur la question de Peugeot, j'ai pas vu un seul ministre se déplacer à l'usine d'Aulnay. Le jeu politique du PS et de l'UMP, en fait, dans les résultats, on voit très bien que c'est juste du brouhaha pour nous cacher la vraie réalité, que c'est le MEDEF et le patronat qui décident. Ici en Seine-Saint-Denis, on a voté à près de 78% pour François Hollande. Donc on a été trompé, on a été roulé dans la farine. C'est quoi le problème? On a voté contre Nicolas Sarkozy, on n'a pas voté pour François Hollande. C'est ça la grande différence. Je pense que ne pas voter, c'est pas la solution. Mais aujourd'hui, on change notre façon de voter. On vote plus contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un, justement. Pour moi, un engagement politique, c'est un projet de société, c'est une vision qu'on a. Si, au début, Hollande, par exemple, parmi ses promesses, il y avait le droit de vote des étrangers. Il l'a reculé aussi. Et nous, notre rôle, c'est de manifester, se battre pour lui rappeler les promesses qu'il nous a faites. Et le vote, c'est un grand pouvoir. Il faut juste, des fois, lui dire « Allô, rappelle-toi de ta promesse ». C'est tout. Réaction, Jean-Marc Ayrault. Non, mais c'est juste. Il y a des choses justes, il y a des choses qui sont parfois excessives. Dire que le gouvernement fait la politique du MEDEF, je trouve que c'est quand même très injuste. Ça fait un peu front de gauche, c'est ça? Oui, c'est un peu facile. Bon, ça sert à rien de dire qu'on a fait... 20 milliards, c'est vrai. Les 20 milliards, c'est pour faire quoi, 20 milliards? C'est pour créer des entreprises. Voilà, c'est pour donner de la marge de manœuvre aux entreprises pour investir, pour innover, pour former, pour embaucher. Vraiment, monsieur le Premier Oui, ministre. mais On reviendra sur l'emploi. C'est le fond. Mais sur le fait qu'ici, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on est voté quasiment à 78%. Oui, Il y a une espèce comme ça d'occasion manquée. On a quand même le sentiment que... Vous ne pouvez pas dire ça au bout de si peu de temps. 2 ans.
Non, ça fait pas 2 ans d'abord. Et puis, Oui, enfin, 2 ans, bientôt. et puis, non, ça fait pas 2 ans. Chaque mois compte. Chaque mois compte. Vous savez qu'il y a un objectif qui est d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, nous ne sommes pas encore. Moi, je suis convaincu que nous allons y arriver. Mais il ne faut pas y arriver simplement provisoirement. Il faut arriver durablement parce que ça veut dire que notre appareil économique, notre appareil de formation, enfin tout ce qui doit contribuer à donner de l'espoir aux gens, ça soit concret. Et que ça marche. On va en parler surtout avec les trois jeunes. Je vous ai Moi, promis j'ai tout pas- à l'heure j'ai- cette rencontre. On va vraiment y aller. J'ai plaisir à les rencontrer. Voilà, ça va, Blog Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, est notre premier invité de ce Bondy Blog Café saison 3. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être venu à Bondy. D'abord, je vous présente très vite les 3 blogueurs qui ont fait cette émission. Ouidad Kefti, Mehdi Mekla et Badroudine Saïd Abdallah, donc, qui ont fabriqué cette émission. Avant de développer un certain nombre de sujets liés donc, à l'actualité socio-économique de la France, je vous propose d'abord un portrait qui a été réalisé par Imen Yousfi. Elle a été rencontrée Gérard Leclerc et Sylvie Maligorne pour justement en savoir un peu plus sur vous et votre parcours. Bondy Blog Café saison 3, première. Bingo, on reçoit Jean-Marc Ayrault. Mais qui se cache derrière ce chef de gouvernement dont la cote de popularité est au plus bas? Jean-Marc Ayrault, c'est d'abord un grand élu, maire de Nantes depuis 1989, constamment réélu, et où il a beaucoup œuvré pour sa ville. C'est un social-démocrate, un socialiste réaliste, humaniste, avec une formation à la fois dans les mouvements chrétiens et aux jeunesses socialistes, un fils d'ouvrier. Et puis, troisièmement, c'est comme Pierre Mauroy, quelqu'un en qui le président de la République a toute confiance. Voilà, il l'avait déjà quand il était président du groupe socialiste à l'Assemblée et il l'a surtout maintenant qu'il est à l'Élysée. C'est pas un grand orateur, c'est pas un tribun, il n'a pas un très grand charisme et certains lui reprochent un peu un manque d'autorité et notamment face à des ministres turbulents, hein, que ce soit Montebourg, que ce soit Cécile Duflot, que ce soit Manuel Valls. Il avait beaucoup d'autorité à Nantes. Beaucoup d'autorité, y compris aussi au groupe socialiste, à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'au gouvernement, on a l'impression qu'il a ce manque d'autorité, peut-être qu'il n'a pas trouvé ses marques et les mots pour le dire, peut-être. Un Premier ministre relayé au second plan. Ça me rappelle un certain François Fillon. C'est 2 premiers ministres de quinquennat. Et donc la place du Premier ministre dans le quinquennat, elle est quand même pas bien définie. Il y a un petit problème d'adaptation entre le président et le Premier ministre. On ne sait pas très bien. Après tout, c'est vrai qu'on pourrait imaginer dans l'absolu, mais évidemment ça ne fera pas plaisir, qu'un Premier ministre soit finalement un super directeur de cabinet de président de la République. C'est ça le problème. Enfin, moi je dirais qu'ils sont dans la même situation là. Comme son prédécesseur, va-t-il tenir le coup tout le quinquennat? Il n'a pas démérité. Je veux dire, la période est difficile. C'est pas parce le gouvernement et le président de la République ont une mauvaise cote de popularité. Il peut tout à fait. Je pense qu'il est encore là pour un petit moment, parce qu'il n'y a pas de raison au contraire de le changer maintenant, mais je ne suis pas sûr qu'il restera jusqu'à la fin du quinquennat. Moi, je parierais sur le contraire. Mehdi. Je vous demande de ne pas me mentir, monsieur le Premier ministre. Vous avez pensé lâcher l'affaire un jour? Non, jamais. Non, honnêtement. Ah, sûrement pas. Pourquoi? Parce que 18 mois, c'est beaucoup quand on est Premier ministre. Oui, mais moi, ça ne m'impressionne pas. Les sondages, les polémiques, enfin, non, je résiste. C'est dur? Oh, c'est dur, mais c'est difficile. C'est plus difficile. Parce que la situation de la France est difficile. Hein, et ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Redresser, remettre en marche un pays sur le plan économique, sur le plan du vivre ensemble, sur les réformes qu'il faut faire pour sauver notre modèle social. Mais tout ça, ça vous plombe, vous n'êtes pas un homme heureux? Ah si, tout à fait. Est-ce que vous souffrez de tout ce qu'on dit sur vous? Non. Non, parce que je me tiens à distance. Et non, je n'ai pas peur du tout de l'exercice des responsabilités du pouvoir gouvernemental. Quand je suis arrivé à Matignon, c'est pas l'administration qui m'a impressionné. Ça, pour moi, c'est rien. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est... les gens qui sont là sont importants en tant que tels, mais je ne me laisse pas impressionner par la technostructure, la technocratie.
Parce qu'elle va toujours vous dire que ce n'est pas possible. Et moi, je suis venu pour dire c'est possible. Il faut trouver une solution. Notre pays doit s'en sortir. Et il va s'en sortir. Certes, mais lors de la campagne présidentielle, François Hollande, il en a fait beaucoup voir, il a beaucoup fait rêver la jeunesse française, et notamment la jeunesse des quartiers populaires. Aujourd'hui, elle en voit de toutes les couleurs. Ça vous pose pas un problème? On revient de très loin, hein. C'est vrai. Et puis, on est dans une ambiance qui n'est pas... mais si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas tellement une amélioration, en fait. Mais même symbolique, parfois. Et le symbole en politique est important. Vous êtes conscient de ça? Oui, mais je pense qu'il faut bien voir, encore une fois, ce que nous en sommes en train d'entreprendre. Écoutez, la bataille pour l'éducation, ça concerne bien la jeunesse. On a une situation de dégradation de notre système scolaire qui est assez profonde. Et là, on est en train de repartir de l'avant. Mais vous voyez bien les résistances. Elles viennent d'où, les résistances? Elles viennent des conservateurs qui ne veulent jamais rien changer, rien réformer. Elles viennent de la droite, elles viennent des libéraux qui trouvent que la dépense publique est trop élevée. Notamment, on nous dit, vous créez 60 000 postes dans l'éducation nationale. À quoi ça sert? Moi, j'y crois à l'école de la République. Oui, mais c'est simple de dire c'est la droite, c'est la droite. Non, je ne dis pas ça. Je dis que ce que nous faisons est nécessaire. Nous avons fixé plusieurs priorités. Parmi les priorités, il y a l'éducation, il y a le logement, il y a l'emploi. Et c'est cette bataille que nous menons. Mais les batailles qui ne sont pas livrées jusqu'au bout, elles sont toujours perdues. Vous êtes ça vraiment demande de la gauche. patience. Vous êtes vraiment de gauche. Fondamentalement de gauche. Je ne me résigne jamais à l'injustice. C'est encore d'actualité aujourd'hui, les valeurs de gauche. Est-ce que vous considérez, par exemple, que l'opinion française fait encore la différence entre la gauche et la droite? J'entends tous les jours des gens qui disent on a essayé la droite, on a essayé la gauche, maintenant je vais essayer Le Pen. Je l'entends. Vous les comprenez, ces gens-là? Je comprends parfois leur colère et l'impatience, mais pas toujours. Parce que parfois, ils sont séduits par des pentes extrêmement dangereuses. Le rejet de l'autre, la peur de l'autre, et voir les tendances xénophobes, ça, c'est le contraire de la République et de la France. Vous comprenez qu'ils soient très déçus par la politique aujourd'hui que vous menez? Pas tout le monde. Oui. Il y a des gens qui sont déçus. Une grande partie soit déçue. D'abord, je pense que la France est une grande nation qui croit à son destin. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la France n'a plus d'avenir, n'a plus de destin. Moi, j'y crois toujours. Mais elle n'aura un destin et un avenir que si elle est fidèle à elle-même. C'est peut-être des grands mots, ce que je dis là. Mais fidèle à elle-même, ça veut dire qu'elle ne transige jamais avec les valeurs profondes de la République. Et quand certains se laissent aller à rompre des digues avec ceux qui ont comme fonds de commerce que d'utiliser les peurs, les angoisses, et qui sont parfois légitimes, ou les difficultés sociales, pour les entraîner sur la pente glissante du rejet de l'autre, alors je dis qu'ils font un tort. En gros, vous dites que c'est la droite française, en réalité, qui pousse les gens à voter Front National. Quand vous parlez de digue. Non, je pense qu'il y a des réalités objectives, Mais de ça vous sentiments. profite aussi un peu non, au Parti socialiste. Je vais jusqu'au... Non, je profite. Ceux qui ne profitent pas à la République ne profitent pas au Parti socialiste. Et ça, ce n'est pas un jeu que je mènerai. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on les a laissés tomber. On les a laissés tomber parce que les services publics se sont dégradés, parce que leurs conditions de transport, c'est vrai par exemple dans l'Île-de-France tous les jours, ne sont pas brillantes, et qui ont des échecs au niveau de la formation de leurs enfants, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ça, c'est une réalité. Il y a des problèmes de délinquance qui ne sont pas toujours bien traités. Mais est-ce que pour autant on peut voter Front National quand on a ces difficultés-là? On peut voter Front National, puisque chaque citoyen est libre. Et moi, je distingue les électeurs des dirigeants du parti du Front National. Mais banaliser le Front National, c'est une faute grave contre la République. Je vous propose, Jean-Marc Ayrault, de regarder. Ça, je le reproche amèrement aux dirigeants de l'UMP. Parce qu'en faisant sauter les digues, ils libèrent en quelque sorte des énergies négatives de gens qui disent, puisque les dirigeants disent c'est pas grave, ah ben on va y aller. Et les gens, vous savez bien qu'ils préfèrent parfois l'original à la copie. À la copie, tout à fait. D'ailleurs, c'est une phrase de Jean-Marie Le Pen, en réalité, oui, mais dans les années 80. Je vous propose, Jean-Marc Ayrault, de regarder la réaction des jeunes du Bondi Blog, puisque vous le savez, depuis maintenant quelques jours, donc il y a un nouveau conseiller général dans le sud de la France qui est étiqueté Front National. Front National, à l'époque de Mitterrand, c'était le diable, et maintenant c'est devenu, je suis désolé de le dire, à parti presque normal, oui, républicain. Les gens n'ont jamais vu le Front National au pouvoir et ils ont envie d'essayer, tout simplement. Comme ils ont eu envie d'essayer le PS il y a 1 an et demi, ils ont envie d'essayer maintenant le Front National. La chance du FN, de toute façon, c'est le fait de ne jamais avoir eu le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de bilan. Eux, ils ont le rôle le plus confortable qui soit, celui d'inspecteur des travaux finis. C'est la pauvreté du débat national qui fait que ça a laissé de la place à Marine Le Pen.
et qu'elle a réussi à faire à ce que le débat, le vote Front National ne soit plus tabou. Les gens disent maintenant sans problème qu'ils votent pour le Front National et n'en ont plus honte comme c'était le cas à une époque. Oui, Dad. Vous parliez tout à l'heure de digues. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sur certaines thématiques, votre gouvernement a rompu les digues? Non. Non. Mon gouvernement est un gouvernement qui est profondément attaché aux valeurs de la République et qui ne transigera jamais avec ça. Parce que c'est le socle de notre vivre ensemble. Et vous voyez bien que montent les peurs contre les uns, les peurs contre les autres, contre le voisin. Et nous ne sommes pas les seuls en Europe confrontés à ça. Mais il y a certains de vos ministres qui alimentent ça malgré tout. Non. Vous êtes sûr? Non. Manuel Valls n'a jamais rompu les digues? Non, je ne pense pas qu'il faille aller là, sur ce terrain-là. Je pense que c'est une erreur, ça ne correspond pas du tout à la réalité de la politique du gouvernement. Si dans les différents pays européens, le populisme monte à tel point, c'est parce que l'Europe a aussi perdu, en quelque sorte, son idéal, son âme, qu'elle ne porte plus de projet, de perspective, et que beaucoup de gens se disent, mais à quoi sert l'Europe? Si l'Europe, c'est plus de libéralisme, beaucoup de gens vont se détacher de l'Europe. Et c'est en partie de l'explication de la montée du vote populiste. Et la France est confrontée à ça. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir sans l'Europe? Moi, je dis non, on ne peut pas s'en sortir sans l'Europe. Le parti d'extrême droite en France, avec ce qu'il propose, la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Ce qui veut dire que pour les gens qui souffrent aujourd'hui, leur situation se dégraderait. Mais alors, en un éclair. Là, ça serait le chômage massif. Mais sur l'idée finalement, sur l'idée qu'il faut peut-être leur donner la possibilité finalement d'exercer le pouvoir pour voir réellement c'est quelque chose qui est un jeu dangereux. Je ne jouerai jamais ce jeu-là. Moi, je me bats pour la réussite de la politique que le gouvernement mène. Et je le dis à ceux qui doutent de cette politique, que l'alternative à notre politique, c'est effectivement le risque d'une alliance entre la droite française classique et l'extrême droite. On est tout près de ça? Est-ce qu'on est tout près de ça? Il faut tout faire pour que ça se produise jamais. Est-ce que là, on est tout près d'arriver à ça? Je suis pour un débat entre une majorité républicaine, de gauche, et une opposition de droite républicaine. Et j'ai été très choqué que François Fillon, qui était mon prédécesseur, mettre quasiment le Front National sur le même plan qu'un parti ordinaire. Donc on est tout près de ça. Et donc il a libéré les choses. S'il dit ça à ses électeurs vont dire, puisque c'est lui qui le dit, faisons-le. Badrou. Est-ce que vous... Mais en même temps, je pense qu'on ne fera pas reculer le Front National ou le vote Front National si on n'améliore pas la vie des gens, si on ne règle pas les problèmes. Ce qui fait engranger le score du Front National aussi, c'est de voir que la classe politique, en fait, elle ne se renouvelle pas. Vous êtes l'un des premiers à le remarquer. Vous faites de la politique depuis déjà près de 30 ans et vous le voyez qu'autour de vous, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, dans les hautes instances du Parti Socialiste, la classe politique ne se renouvelle pas. Il n'y a pas de bousculement. Il n'y a pas de on ne se vivifie pas. C'est pour ça qu'il était nécessaire que soit votée la loi sur le cumul des mandats. Moi, j'ai été, vous le savez, dans cette situation de cumuler député-maire exerçant des responsabilités nationales. Mais je pense que nous sommes arrivés au bout de cette façon de faire. C'est pour ça que je crois profondément, et ce n'est pas de l'opportunisme, qu'il faut mettre fin à cette possibilité de cumuler entre un mandat de député, de sénateur... Mais il y a le cumul des mandats, il y a le cumul des années aussi, attendez, 30, 20 ans... Je vais jusqu'au bout de ma phrase, si vous me permettez, parce que je crois qu'ainsi, on permettra un profond renouvellement des responsables politiques, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et il y a une dynamique qui va s'enclencher. Oui, mais vous le prévoyez déjà, pour d'ailleurs, quand, si vous regardez les visages de l'Assemblée nationale, déjà, regardez ce qui s'est passé... C'est timide, hein. Non. Regardez objectivement, en prenant un petit peu de recul, c'est nécessaire de temps en temps. C'est très masculin. Justement, ça a beaucoup changé. Grâce au Parti socialiste, qui a décidé lors des dernières élections législatives de présenter dans les circonscriptions autant d'hommes que de femmes. Ça, c'est le seul parti qui a respecté la loi. Mais ça reste quand même très masculin et très âgé. Oui, vous avez totalement raison. Il n'y a pas beaucoup de fils d'ouvriers, comme vous et moi, par exemple. Comme au gouvernement, d'ailleurs. Au gouvernement, d'ailleurs. J'en suis. Oui, mais bon, vous êtes l'arbre qui cache la forêt, peut-être. Ne dites pas ça. Le renouvellement, là, je vous ai dit, la fin du cumul, c'est nous qui l'avons fait. On en parle depuis 20, 30 ans, personne l'a fait. Au-delà du cumul, ce que dit Mehdi est vrai, quand on se présente 5 fois d'affilée à être maire... C'est une question morale, en fait. Moi, j'ai décidé de ne pas me représenter. Vous avez été maire pendant 24 ans. J'ai été maire 23 ans à Nantes, j'ai été maire 12 ans à Saint-Herblain. Mais d'abord, vous êtes un professionnel de la politique, en fait. On ne voit que ça. J'ai été longtemps enseignant, professeur. Moi, je suis un pur produit de l'école républicaine. Vous connaissez mes origines sociales, vous avez rappelé. Et si mes parents n'avaient pas fait l'effort de me permettre de faire des études, et c'est par l'école de la République que j'ai progressé. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être un jeune de 20 ans et de devenir Premier ministre dans 15 ans? Oui. En tout cas, moi, de Bondy, par exemple. Oui, j'ai envie que ce soit possible, mais à condition
que la République soit fidèle à elle-même. Parce que parfois, elle a failli. Elle a failli. Pourquoi, moi, je vous le disais tout à l'heure, je me bats pour redonner à l'école tous ses moyens. Parce que je ne supporte pas. Vous me demandiez si j'étais toujours profondément de gauche. Je ne supporte pas qu'on dise 20% de jeunes sont en situation d'échec scolaire. C'est la statistique moyenne de la France. Mais c'est plus que ça. Dans certains quartiers, dans certaines villes, c'est parfois 40, 50. La norme de la classe dans certaines écoles, c'est l'échec. Plus d'1 million de jeunes sont confrontés à une situation de grande précarité. 15% des jeunes ne sont ni en emploi ni en formation. 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. 1 sur 5 ne sait pas lire correctement. Et la boucle, c'est un jeune sur 5 de 18 à 25 ans vit sous le seuil de pauvreté. C'est une catastrophe naturelle, ce pays, en réalité, vis-à-vis de cette jeunesse. C'est le constat que vous faites de la situation. C'est cette situation que nous voulons changer. Mais vous la connaissiez, cette situation. Et comment vous voulez la changer, cette situation? On y est, je suis en train de la changer. Je pourrais vous parler de l'école. Pourquoi est-ce qu'on a laissé dégrader la qualité de l'école? Là, on parlait de la précarité des jeunes. Mais c'est ça, la précarité des jeunes. Un jeune qui échoue à l'école, il a beaucoup plus de chances d'être en situation de précarité. Et c'est malheureusement la situation. Ensuite, vous me dites, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, moi j'ai envie que la situation économique de la France et de l'Europe s'améliore. C'est en train de bouger, mais c'est loin d'être suffisant. Et en attendant, nous avons décidé d'agir concrètement. Quand on dit on va faire 100 000 emplois d'avenir pour des jeunes qui sont les moins qualifiés, on dit, oh, bon, voilà, c'est encore des emplois aidés. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas les gens qui sont au chômage à s'en sortir? Les emplois et les gens aidés, qui ont des diplômes aussi. Eh ben justement, vous êtes un parti pris de gauche et vous avez raison de le faire. C'est un choix politique. D'accord. Et je ne dis pas que c'est suffisant. Pour que ça aille mieux, il faut en même temps que la situation économique s'améliore. Jean-Marc Ayrault, on va rester un tout petit instant sur l'école et notamment pour parler des rythmes scolaires. Oui, c'est une réforme importante. Je vous propose d'abord la réaction des jeunes du Bondy Blog et puis ensuite on reviendra pour continuer sur ce dossier qui est très très important, notamment ici en Seine-Saint-Denis. La réforme des rythmes scolaires, pour moi, c'est vraiment infaisable quoi, dans l'état actuel des choses. Par exemple, moi je suis animateur, on demande de construire des projets pédagogiques, sportifs, etc. avec des enfants qu'on a 45 minutes, rien que le temps de les emmener sur les infrastructures, quand on a des bus pour y aller, etc. Le temps de les faire se préparer, on a quoi? On a 10 minutes. On demande de bâtir des projets sur 10 minutes, c'est impossible. J'ai eu une expérience de 2 semaines en centre de quartier et on m'a proposé de venir pour travailler avec ces jeunes-là pendant ces périodes de fin de journée après leur cours, alors que j'ai aucune expérience dedans. Je comprends pas pourquoi ils ont dit la semaine de 4 jours et demi, pour ceux qui veulent, ce sera 2013, et pour les autres municipalités, ça sera 2014. Concilier, concerter, c'est bien, mais gouverner, c'est trancher. Mehdi. Alors, c'est une catastrophe dans certaines villes. Vous êtes au courant d'ailleurs de ça, que c'est une catastrophe dans certaines villes? Pourquoi vous me dites ça? Non, parce que c'est le cas. Vous je vous donne un exemple. Ou c'est simplement... Il le constate. C'est un constat, monsieur. C'est une situation. Il habite à Saint-Ouen. Mehdi habite à Saint-Ouen. J'habite à Saint-Ouen. Je vous donne l'exemple d'Aubervilliers, la ville d'Aubervilliers, qui constate en fait que ces enfants qui ont choisi des activités ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, parce qu'en fait ils n'ont pas le temps, et parce que le maire s'est un peu précipité dans tout ça. C'est un maire socialiste. Est-ce que ça, vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous savez que ça ne marche pas dans certaines villes? D'abord, ça ne marche pas dans certaines villes où ça marche mal, mais ça marche aussi très bien dans d'autres. Donc la réforme a été mal préparée dans l'ensemble alors? Toute réforme qui bouleverse à ce point les habitudes est difficile. Mais qui a été concerté pour faire cette réforme? Si vous pensez qu'au bout d'un mois, une réforme d'une telle profondeur ne provoquera aucun dysfonctionnement, alors vous ne croyez pas à la réforme. Non, moi, je vous le dis sincèrement. Les enfants et dire, il y a un dysfonctionnement. Mais si vous croyez à la réforme, il faut accepter que les débuts demandent des ajustements. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas simplement dire je décide et la réforme se met en place. Parce que la réforme, d'abord, c'est quoi la réforme? Parce que j'ai vu votre reportage, je pense qu'il y a une erreur de conception, si je puis me permettre. La réforme, ce n'est pas les activités périscolaires. La réforme, c'est la réforme des rythmes d'apprentissage du savoir à l'école. Il y a même eu des rapports parlementaires de droite et de gauche qui disent à un tel rythme, les enfants ne suivent plus. Ils sont incapables de tout assimiler en si peu de temps. Donc, il y a un consensus pour revenir à non 24 heures de cours, non plus en 8 demi-journées, mais en 9 demi-journées. Oui, c'est ça le cœur de la réforme. Aujourd'hui, vous avez des élèves qui ont moins de cours et qui ont des heures de garderie. Alors, après, au lieu d'avoir une activité. Alors après, il y a cette question, effectivement. C'est un peu l'improvisation, là, tout ça. Non. C'est pour ça que certaines communes ne se sentaient pas prêtes, vous avez posé la question dans le reportage, ils sont empressés à le faire dès 2013 et ont demandé 1 an de plus pour avoir le temps de la concertation. Vous oubliez le cœur de la réforme. C'est qu'à cette rentrée scolaire, il n'y a pas eu de problème à la rentrée scolaire.
Vous avez entendu des occupations de classe, des oui, il y en a 5 également. En France? En France? Oui, en France. Mais c'est très peu. Je sais que c'est en France. Vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, je connais Aubervilliers, je connais même le maire. Non, mais pour les moyens en personnel, en professeurs, il n'y a jamais eu autant de moyens qu'à cette rentrée. Et pourtant, ils en manquent cruellement. Mais non, mais si vous voulez toujours voir le verre à moitié vide ou la bouteille... Je vous parle d'une réalité. Alors, on va rester dans l'école. Je vous parle d'une ambition qui est celle de la réussite des enfants. Mais est-ce que vous admettez que vous avez été trop vite? Oui, non? Il y a quelques cas, je le reconnais, où il y a des échecs. Et nous allons les corriger. Bon, moi, vous le reconnaissez. Ne soyez pas... Vous ferons la liste des écoles où ça ne va pas. Exactement. Et vous verrez. Si vous permettez, monsieur le Premier ministre... Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai très bien compris que la droite ne voulait rien changer, qu'elle veut laisser les choses en l'état. Pourquoi? Parce qu'elle a détruit... C'est pas une question de droite ou parler de de la droite, gauche. vous avez Non, tous les pouvoirs, Jean-Marc Ayrault. Si vous ne me laissez pas parler, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que je veux vous dire. Non, je préfère parler de la réalité plutôt que de la droite. Vous avez Stéphane Baudet, maire UMP de Cour-Couronne, qui est très satisfait de cette réforme et qui dit que ça marche très bien. Voilà. Et vous avez le maire de Clichy-sous-Bois qui dit que lui, il n'a pas les moyens de faire ça, donc il ne l'a pas mis en œuvre. C'est pour ça que le gouvernement... Parce qu'il ne peut pas embaucher C'est pour ça que le d'animateurs. gouvernement a décidé d'accorder une aide aux communes, et en particulier les communes les moins riches. C'est le cas de Clichy-sous-Bois, je connais bien le maire. Oui, mais malgré cette aide... parce qu'il s'est donné un an de plus. Oui, mais et moi, je malgré cette respecte sa aide, décision. le souci de Clichy-sous-Bois, c'est que les animateurs ne veulent pas aller travailler dans cette ville-là. Donc qui va aller travailler dans cette ville-là? Moi, je me bats pour qu'on puisse aller travailler à Clichy-sous-Bois. Je me bats aussi pour que les gens de Clichy-sous-Bois aient un transport public. Ça fait des années que même un jeune qui trouve du boulot à Clichy-sous-Bois ne peut même pas y aller parce qu'il n'y a pas de transport. Oui, mais donc vous êtes transport, logement, de cette école, réforme, je suis complètement convaincu qu'il faut la faire. Mais il faut se donner le temps pour qu'elle réussisse. Alors, s'il vous plaît, si vous vous mettez du côté des conservateurs, alors vous verrez, rien ne changera. S'il vous plaît. Rien ne changera. On va rester, non, mais si je vous permettez, monsieur vous le Premier invite ministre. à être un peu plus ambitieux, parce que là, j'ai l'impression que si c'était le statu quo, ce serait parfait. Ils sont très ambitieux, sinon vous ne seriez même pas là. Vous vous rendez compte? Donc, juste pour continuer sur cette thématique, parce qu'on va rester justement dans la scolarisation, mais dans la scolarisation des enfants roms. Vous le savez, depuis quelques semaines, il y a une grosse polémique autour donc, des campements roms. Et Aurore Gérin est allée voir justement un campement à Montreuil pour voir comment ces gamins-là, qui sont finalement les dégâts collatéraux d'une polémique dont ils ne sont absolument pas responsables, comment ces enfants-là vivent tout cela, notamment en termes de scolarisation. Au cœur du débat politique, la question Roms semble être le principal thème de campagne des municipales. La difficulté d'intégrer les Roms ne révèle-t-elle pas certaines faiblesses de la République ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Jean-Yves Lesage, militant de la Ligue des droits de l'homme, dans un campement Rom du 93. Ce camp-là, il existe depuis plusieurs années. Il a été victime d'une expulsion partielle au mois d'août. On a réussi à ce que les populations puissent réintégrer une partie du camp et de leur cabane, en attendant bien entendu qu'ils puissent trouver un logement décent, sinon normal. Donc c'est rien, 18-20 000 personnes à intégrer dans notre pays si on voulait bien donner un petit peu de moyens et juste respecter le minimum des droits, y compris des droits des enfants. C'est toute la politique du logement de ce point de vue qu'il faudrait revoir, et si elle était revue, la question Rome se réglerait en un clin d'œil en même temps que les problèmes de logement de tous les autres. Tes parents, ils font quoi comme travail? Ma mère, elle travaille à l'hôtel. Elle travaille à l'hôtel? Elle fait quoi? Ménage. Ménage? Et ton papa? Il travaille pas. Il y en a qui vivent pour la plupart d'entre eux de récupération. La liste des métiers qu'ils devraient autoriser est quand même assez fermée. Viens regarder s'il vous plaît les mots maison à la France, à Paris. Pour le travail, c'est beaucoup difficile. C'est moi chercher tous les jours. Travail. C'est la crise, c'est la crise. Et vous avez combien d'enfants? Oui. Combien d'enfants? Un enfant. Il va à l'école? Oui. D'accord. Normal. Et obligé par école, c'est pas école, c'est pas la vie. L'école, c'est le dernier point fixe en réalité pour les familles, pour les enfants y tiennent. Les familles qui ont compris, pour la plupart d'entre elles, toute l'importance pour l'intégration future, ils viennent pourquoi? Ils viennent pour que leurs enfants aient un avenir meilleur. Et l'avenir meilleur des enfants, ça passe par la scolarisation. T'es en classe, tu m'as dit NSA. NSA, oui. Alors ça veut dire quoi? Mais pour lutte origine des Africains, Bulgares, je sais pas écrivain, de tout ça. Donc pour ceux qui parlent pas très bien. Ouais, je parle pas français. Tu as quel âge, Christian? On fait des lectures, des maths. On va colorier. On va aller dans un cours, on va jouer.
Scolariser un enfant, c'est pas juste lui mettre un coup de pied au cul pour qu'il rentre dans une classe, c'est quand même tout un contexte de stabilité nécessaire, de confiance, de relations, qui demande un peu de durée. Or, la destruction systématique des campements empêche, sur la scolarisation comme sur le reste d'ailleurs, d'avoir une intégration un peu plus réussie, un peu plus normale, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail quand tu seras grand? Docteur. Docteur, c'est ça ton rêve? Ouais. Et docteur en France? Mais oui. D'accord. Selon un récent sondage, 77% des Français mettent en doute la volonté d'intégration des Roms. Dans les faits, l'intégration est en marche par le biais des nouvelles générations. Encore, faut-il leur en donner les moyens? Mehdi, est-ce que vous pensez que les Roms ont vocation à rentrer en Bulgarie ou en Roumanie? C'est un problème très difficile, vous le savez très bien, et qu'il faut éviter d'aborder de façon passionnelle, mais de façon, j'allais dire, très claire et précise. Il y a des situations dramatiques. Vous avez des personnes qui sont de nationalité roumaine ou bulgare, mais en France majoritairement de nationalité roumaine, qu'on appelle les Roms, puisqu'ils appartiennent à une minorité, et qui pendant très très longtemps dans leur pays ont été discriminés. Déjà là-bas. Depuis des générations et des ensuite générations. C'est toute l'histoire. Et une partie d'entre eux quittent leur pays, vont chercher ailleurs des solutions pour vivre mieux. Alors est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on leur permet de vivre mieux, nous, ici? C'est une question qui est posée à chacune et à chacun d'entre vous. Là, le gouvernement essaie d'avoir une position très claire, conforme à ses valeurs et à ses engagements européens. L'Europe reconnaît les minorités et considère qu'elles doivent être traitées dignement. Chaque pays a le devoir aussi de traiter ces minorités dignement, la Roumanie comme la Bulgarie. Alors en même temps, vous avez une partie de ces personnes qui se trouvent dans différents pays d'Europe, dont la France, et qui vivent souvent dans des campements aux bordures de nos villes. C'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis, dans des conditions... C'est l'endroit où il y a le plus de campements. Absolument, absolument. Et donc le gouvernement a considéré qu'il fallait une politique cohérente. La première chose, c'est que les campements illégaux, lorsque la justice considère qu'ils doivent être démantelés, le gouvernement exécute les décisions de justice. Et en même temps, et c'est le sens de la circulaire du 26 août 2012 qu'ont signé tous les ministres, que ce soit celui de l'Intérieur, du Logement, des Affaires sociales, du Travail, etc., ont pour le devoir d'accompagner les familles. Et en particulier, il y a une priorité, c'est de permettre aux enfants l'accès à l'école. Ça fait partie des obligations. Ensuite, d'aider à l'insertion dans le logement. D'aider aussi à accéder au travail. Mais tout cela en respectant les lois de la République. Et tout ça n'est pas fait. C'est fait pour une grande part. Mais c'est vrai aussi que c'est difficile quand vous avez des centaines et des centaines de familles qui sont dans des campements, dans des conditions, on va dire, de ghetto, dans des conditions de bidonville. C'est extrêmement difficile, malgré la bonne volonté, des municipalités et des associations. Entre 2007 et 2013, non, mais moi je n'accepterais pas qu'on fasse une polémique sur ce sujet. Le Parlement européen a alloué le Fonds social européen a donné près de 1,669 milliards d'euros. Cet argent, il est mal utilisé. Comment ça se fait? Donné à qui? Pour l'essentiel au pays d'origine. J'ai évoqué avec Victor Ponta, le Premier ministre roumain, l'usage de ces fonds. Lui-même a reconnu qu'ils étaient mal utilisés et qu'il avait l'intention de les utiliser pour rester sur la France. Ils ne sont pas mal utilisés. Vous savez qu'à Montreuil, par exemple, une commune qui n'est pas très loin, où il y a une expérience d'un village, on essaie d'insérer des personnes qui le veulent, qui s'engagent à respecter nos lois, qui s'engagent à vivre dans les règles de la République française. Un conseiller de Paris propose un campement au milieu du 16e arrondissement. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison, si les conditions d'accompagnement sont réunies. L'accompagnement, c'est quoi? C'est l'école, la santé, c'est le logement et c'est le travail. On a assoupli les conditions pour accéder au travail. Et par ailleurs, je le dis parce qu'il faut être sincère, quand on aborde des questions, je lutte aussi contre les réseaux mafieux qui exploitent ces familles. Je sais que dans certains grands campements, il faut le dire, c'est dans un rapport récent que j'ai reçu. Ils seraient pas exploités par des réseaux mafieux. Vous savez très bien qu'il y a des réseaux mafieux très bien organisés. Mais pas de travailler. Mais si, ils ont le droit de travailler dans un certain nombre d'emplois, nous avons allégé le dispositif. Mais vous avez une partie des personnes qui ont été prises en main par des réseaux, et moi j'ai le devoir, et la police roumaine d'ailleurs coopère avec la police française, de démanteler ces réseaux. Parce que ce sont des réseaux qui exploitent la misère des gens. Est-ce que vous assumez les propos d'Emmanuel Valls sur les Roms ? C'est aussi d'aider le gouvernement roumain à mieux prendre en compte cette partie de la population de Je crois qu'il faut que tu répètes ta question, il n'a pas entendu. J'ai entendu. J'ai été extrêmement choqué par les propos d'Emmanuel Valls, moi et vous.
Pardon? Moi, j'ai été extrêmement choqué. Je rappelle quelle est la règle de la politique du gouvernement. Je m'en tiens à la politique du gouvernement et je n'accepte aucun laisser-aller, quel qu'il soit. Mais pourtant, ça, c'est un laisser-aller. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui compte, c'est la politique du gouvernement. Pas l'expression de tel ou tel. Quand le MRAP la porte politique du plainte gouvernement, contre Manuel elle est à la Valls. fois ferme et à la fois humaniste et à la fois respectueuse de la dignité des personnes. Ça ne m'intéresse pas de polémiquer sur le dos des Roms. Jean-Marc Ayrault, comment expliquez-vous, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain. S'il vous plaît, comment expliquez-vous que 3 jeunes aujourd'hui qui ont 25 ans soient aussi sensibles à cette question d'une communauté finalement rome? Est-ce que ça ne ressemble pas finalement à ce qu'ont pu vivre leurs parents, leurs arrière-grands-parents il y a quelques années en France, justement sur cette instrumentalisation politique autour des nouveaux arrivants? Alors je vais vous répondre, je suis totalement opposé à toute stigmatisation. Est-ce que c'est je à nous suis qu'il faut contre le les dire? discriminations. Est-ce que c'est à nous qu'il faut dire ça? Ou est-ce que c'est on au est ministre de l'Intérieur? tous d'accord, on est tous contre les discriminations, à travers vous, je m'adresse pas qu'à vous. Je m'adresse à ceux qui vont vous écouter, qui vont nous écouter. Y compris au ministre de l'Intérieur. Je m'adresse à tous. Au quotidien de votre action gouvernementale, quelles sont les actions en tant que chef du gouvernement contre les discriminations? Parce que les discriminations dans notre société française, elles existent à tous les étages. Discrimination à l'embauche, au logement, elles existent. Vous les connaissez, parfaitement. Je les combats. Oui, vous les combattez, mais comment? C'est un combat permanent. Vous savez, la politique du Par logement que nous menons, la politique de l'éducation que nous menons, la politique de l'emploi que nous menons. Vous croyez que ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur les emplois d'avenir, ce n'est pas une politique contre la discrimination? Vous ne croyez pas que la négociation que nous engageons avec les entreprises, en particulier les grands groupes industriels, pour qu'ils s'intéressent à tous les quartiers de notre pays, vous ne croyez pas que c'est une lutte contre la discrimination? Je vais, moi, vous ramener à quelque chose de très précis. Ce qu'on a appelé le contrôle au faciès. Pendant des années, des gens se sont battus. 4-5 ans, François Hollande, à l'époque, était candidat, a suivi ce combat. Il a promis qu'il ferait quelque chose, et notamment par rapport à ce fameux récépissé, mais depuis mai 2012, tout ça a été mis de côté. On ne peut pas limiter la question de la lutte contre le contrôle au faciès à la question du récépissé. Parce que si on fait un récépissé et puis on pense qu'on a réglé le problème, on sera trompé, complètement trompé. C'est quoi la solution alternative? La solution alternative, c'est la réforme qui a été engagée de formation des policiers, de déontologie, du respect de la déontologie, du contrôle de cette déontologie. Vous faites marche arrière sur le récépissé ou pas? Donc voilà, c'est ça en fait. Nous avons trouvé quelque chose de plus efficace que le récépissé. Donc plus de récépissé. Le récépissé, c'est une solution parmi d'autres. Qu'est-ce qui est plus efficace que le récépissé? Eh bien, ce qui est en train de changer dans un certain nombre de villes ou de quartiers, pour une plus grande efficacité de l'action publique en matière de lutte contre toutes les formes de délinquance et de la criminalité, il y a de nouvelles pratiques qui sont en train de se mettre en place. Un contact régulier entre la police et la population, avec les habitants, avec les associations, avec les jeunes. Quand vous créez les conditions du dialogue, on va faire reculer la méfiance. Et moi, ce que je veux faire reculer, c'est la méfiance. Car il n'est pas acceptable que dans notre société, une partie de la population se méfie de la police et réciproquement. Ça, il faut le changer profondément. Alors, on va terminer ce magazine avec un dernier reportage un peu plus positif sur la création d'entreprises, même si il y a malgré tout quelques obstacles, parce que à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de bien, d'une manière ou d'une autre, on rencontre des obstacles. C'est la rentrée. Comme chaque année, un flot de jeunes arrive sur le marché de l'emploi. Livrés à eux-mêmes et peu expérimentés, ils arpentent les forums pour essayer de trouver un premier job. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs ambitions? Donc je suis venu ici pour le but de chercher un emploi, plus précisément dans la climatisation. Et voilà, parce que ça fait depuis quelques mois que je cherche du boulot, donc je me suis inscrit à Pôle emploi, je me suis inscrit voilà, dans les agences d'intérim. Je suis en licence professionnelle gestion ressources humaines en alternance et je cherche, j'espère trouver une entreprise d'accueil pour mon année de licence. Je recherchais un job étudiant et visiblement il n'y en a pas du tout. Comment tu vois l'avenir toi plus tard? L'avenir je le vois chez Pôle emploi tout simplement. Il se peut que je pourrais démarrer comme auto-entrepreneur, voilà, pour éviter de travailler directement avec un patron. Dans un futur proche, j'aimerais pouvoir être auto-entrepreneur, d'ouvrir un concept épicerie fine, dégustation ou restaurant à l'étranger. Vous savez, l'auto-entrepreneuriat, moi ce que je dis toujours, c'est que ce sont des gens qui créent leur emploi, ils ne créent pas leur entreprise. L'auto-entrepreneuriat est pour moi quelque chose de très provisoire. Pourtant, les structures d'accompagnement vers l'emploi ne répondent plus aux besoins des Français. Créer son emploi,
Devenir son propre patron, c'est peut-être ça la solution. Je me présente, Smaïn, j'ai 27 ans, je suis chauffeur de grande remise. Je suis auto-entrepreneur, donc j'ai dû ouvrir ma propre boîte pour travailler. Il faut être strict avec soi-même, se lever tôt, travailler. On travaille plus que si on était salarié, ça c'est que ce soit clair et net. Mon histoire c'est simple, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours voulu entreprendre, qui a trouvé une solution viable, mais malheureusement avec un avenir incertain. Tous les jours, on entend de nouvelles lois et des nouvelles décisions qui ne sont pas encore appliquées, mais on ne sait pas où est-ce que ça va. La loi, elle change toutes les 30 secondes. On nous a donné quelque chose, limite on le regrette et on fait tout pour l'enlever. Sans auto-entrepreneur, c'est simple, je me verrai au chômage ou dans un emploi précaire. C'est-à-dire de l'intérim ou du CDD en nous promettant un CDI qu'on ne verra jamais. Au second trimestre 2013, selon les chiffres de l'INSEE, 1 jeune sur 4 est au chômage. Beaucoup d'entre eux se tourneront vers l'auto-entrepreneuriat, au risque de se retrouver à nouveau dans l'impasse. Oui, Data. Aujourd'hui, quand on s'appelle Julien Dubois, on envoie 19 CV et on obtient un entretien. Quand on s'appelle Mourad Zaleg, on envoie 277 CV et on obtient un entretien. Au-delà de tout ce que vous proposez, des emplois d'avenir et des autres perfusions, comment on fait pour vraiment changer les mentalités? Pour des étudiants et des jeunes qui sont hyper diplômés, hein. On n'est pas là dans le traitement social. J'en suis tout à fait conscient. Et ça, c'est un combat qu'il faut absolument mener et réussir. Il faut mobiliser aussi les entreprises, les grands groupes, les PME. Il faut changer la culture, il faut changer la mentalité. Ce n'est pas acceptable. Un jeune qui, comme vous venez de décrire, à cause de son nom ou son prénom, il a plus de mal à trouver même un stage. Ou son adresse. Ça, c'est une vraie discrimination. Et qui est vécue extrêmement douloureusement, parce qu'on a dit aux jeunes, faites des études, si vous avez un diplôme, vous allez vous en sortir. Et là, ils butent là-dessus. Mais comment on fait pour je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et leur dire maintenant, vous avez chacun une responsabilité. Patron, vous en avez déjà parlé avec les patrons? Absolument. Ils vous ont répondu quoi? Certains ont déjà accepté. Un certain nombre de grands groupes ont accepté de jouer le jeu. Vous le voyez d'ailleurs. Hein. Et dans les faits, par exemple... Est-ce qu'il faut être coercitif, par exemple? Est-ce qu'on peut voter une loi? Est-ce qu'on peut créer des quotas? Est-ce qu'on peut aller plus loin, finalement? Parce qu'on a tout testé. On a demandé aux gens gentiment de faire un petit effort depuis une quinzaine d'années. Oui, mais les quotas, moi, je ne crois pas beaucoup aux quotas. Oui, mais enfin bon, pourquoi pas? À la limite, s'il faut changer par le forceps. Non, par contre, on peut conditionner les aides financières à l'insertion des jeunes et à l'embauche des jeunes. Ça, c'est possible. On peut effectivement discuter de ça. Regardez, par exemple, toutes ces grandes entreprises qui viennent s'installer en Seine-Saint-Denis, c'est le petit Taïwan, hein, en réalité, la Seine-Saint-Denis, depuis quelques années ici. Est-ce qu'on peut leur imposer, finalement, de recruter localement? Les aides publiques qui sont accordées, il y en a beaucoup quand même d'aides publiques. Il faut mettre ça sur la table. Quand vous commencez à discuter avec une entreprise, il faut aussi parler de l'emploi des jeunes, des stages des jeunes, de la formation des jeunes. Je crois que c'est indispensable. Sinon, une partie de la jeunesse va se dire, bon, bah, c'est pas pour nous. Et moi, j'accepte pas ça. Ça, c'est pas la France. Oui, mais concrètement, ça reste que des non, des ce pas des mots, parce que là où c'est fait, il y a des résultats. Où, par exemple? Dans certaines villes, dans certaines régions. Il ne faut pas renoncer à se battre. Puis surtout, moi, ce qui me frappe, je l'ai vu dans notre reportage, c'est le nombre de jeunes qui veulent créer leur entreprise. Là, il faut vraiment leur faciliter les choses. C'est parce que le système classique ne veut pas d'eux. C'est pas que ça. C'est presque par dépit, parfois. Non, je connais beaucoup de jeunes des villes et des quartiers, des villages en France, qui disent moi je veux pas un emploi à la mairie ou forcément un emploi public. C'est pas dégradant d'avoir un emploi public, mais qui veulent créer leur entreprise. Mais c'est souvent par des. Il faut. Non, il n'y a pas que ça. Moi je me souviens d'un jour dans un quartier de ma ville, d'un jeune qui me dit monsieur, je suis chef d'entreprise, je suis fier d'avoir créé mon entreprise, et qui me faisait la démonstration alors que ça a été un parcours de combattant pour lui. Et moi j'ai envie d'aider ces jeunes-là. Il faut d'abord simplifier. Il y a beaucoup trop de règlements, de difficultés, de papiers à remplir, etc. Jean-Marc Ayrault, on reste toujours dans le même problème là, c'est que l'année dernière, en 2012, près de 90% des emplois qui ont été créés, c'était des contrats précaires, des intérimaires, des contrats partiels, des emplois aidés, des stages à longue durée. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus d'emplois sont créés, mais ce ne sont pas des CDI. Voilà, on a besoin de CDI pour avoir un logement, pour manger normalement. Mais il y a eu récemment, il y a quelques mois de négociations entre patronat et syndicats qui aboutit à un accord sur la sécurisation des parcours professionnels. Oui, mais pourquoi vous ne tapez pas le poing sur la table pour imposer plus les emplois, pour que le CDI redevienne une norme? Parce que ça ne l'est plus en fait. C'est ce qui a été fait dans cet accord et qui a été transcrit dans la loi. Les emplois en CDD, par exemple, sont plus taxés que les emplois en CDI. Donc c'est déjà un progrès. J'ai une dernière question à vous poser, Monsieur Ayrault. J'ai l'impression que quand même ce gouvernement recule pas mal. Sur quoi?
Je vais vous le dire, laissez-moi terminer. Sur le droit de vote des étrangers. Voilà, donc c'était ma question. J'ai l'impression que ce gouvernement recule pas mal. Le droit de vote des étrangers, vous êtes pour ou contre, c'est quand ? Bah écoutez, quand les conditions le permettront. Non, mais je vais vous répondre vous avez la majorité au Sénat, vous avez la majorité à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Vous savez très bien, puisque vous êtes suffisamment bien informé pour que cette réforme puisse avoir lieu, qu'il ne faut pas simplement avoir la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, il faut les 3/5 des deux chambres réunies. Nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Non, nous ne les avons pas. Il faut avoir des voix du centre et de la droite qui s'y refusent. Et moi, je n'ai pas envie de tromper les gens. Vous allez vous battre comme pour le mariage pour tous pour cette il n'y a réforme. pas de majorité des 3/5. Moi, je ne me bats pas que pour ça. Je me bats pour le droit à l'égalité. Et vous allez vous battre pour cette réforme? Je me bats pour l'égalité de tous. Et je me bats d'abord... Dans cette réforme. Mais vous croyez que c'est la priorité des Français aujourd'hui? Mais le mariage pour tous n'était pas la Le priorité droit de vote des Français. étrangers, vous pensez que c'est la première revendication? Là, vous êtes en train de... Vous n'avez pas envie de répondre. Donc je vous ai répondu que je suis pour. J'ai constaté, après avoir fait cette consultation des différentes formations politiques du Parlement, Assemblée, Sénat, droite, gauche, centre, qu'il n'y avait pas de majorité des 3/5. Voilà, c'est tout. J'y peux rien, je ne vais pas vous dire le contraire. Alors il y a encore un travail de conviction à faire, on en est encore loin. Jean-Marc, on va s'arrêter. Vous savez qu'on a réuni ici les jeunes du Master Journalisme de l'Université Cergy-Pontoise, les jeunes du Bondi Blog, les jeunes du lycée, l'atelier Sciences Po. Vous avez l'occasion ici de rencontrer quand même un panel assez représentatif de la jeunesse de ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en guise de mot de la fin? Ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut avoir confiance dans notre pays. Et moi, je crois profondément à nos valeurs communes, celles qui permettent le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'atteintes au vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça ne peut pas se faire si on ne fait pas reculer les inégalités, reculer les injustices, si on ne donne pas leur meilleure chance, et en particulier à la jeunesse. Moi, je me bats pour ça du matin au soir et du lundi au dimanche. C'est mon engagement et je n'ai pas envie d'y renoncer. Merci beaucoup. Alors, avant de vous quitter, Monsieur le Premier ministre, il y a une tradition dans cette émission, c'est la petite dédicace que vous devez faire. Et j'imagine que c'est la première. Ben voilà, c'est la première puisque c'est le premier numéro donc, de la saison 3. Pendant ce temps, moi, je remercie bien sûr tous les élèves de l'atelier Sciences Po du lycée Renoir de Bondy, les étudiants du Master Journalisme de l'Université Cergy-Pontoise accompagnés, bien évidemment, de Jean-Claude Lescure et Badroudine, Ouidad Ketfi et Mehdi Meklat d'avoir fabriqué finalement cette émission. Vous avez beaucoup parlé des années 80. Vous savez qu'il y a un film qui sort dans quelques semaines qui reprend justement cette fameuse marche contre le racisme et pour l'égalité. Vous voyez l'affiche d'ici quelques semaines. Ce film sera à l'affiche. Donc je vous invite fortement à aller regarder ce film. Et puis je vais vous offrir ça, Monsieur le Premier ministre. C'est un petit fascicule qui a été édité par la Fondation Jean Jaurès sur la manière dont la participation des habitants peut être construite. Je vous l'offre, c'est Leïla Arslan et Reda Didi qui l'ont donc produit. Et avant de vous quitter, il faudrait que vous lisiez, s'il vous plaît, encore une dernière faveur, à haute voix, votre dédicace. C'est un hommage que je fais au Bondi Blog et je dis une vraie parole de liberté qu'il faut à tout prix conserver. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault d'être venu à Bondy. Merci à LCP, merci aussi à France O. On se retrouve le mois prochain pour le numéro 2 de Bondy Blog Café. Merci. Faire un Bondy Blog avec le Premier ministre, c'est un peu impressionnant. Quand on l'a face à nous, on comprend que c'est un vrai homme politique, quoi, qui a sa force, qui a sa façon de parler, qui a sa façon de t'embrouiller, d'esquiver. En fait, il est un peu vague. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il a répondu à nos questions. On ne peut pas l'accabler non plus. Il essaye de faire ce qu'il peut. On peut pas l'accabler, en plus il n'y arrive pas. Bon, bah voilà. Il n'y arrive pas, quoi. Non, il est ouais. Donc, lui, le chef du gouvernement, il est impuissant face à la vague. On va couler avec lui, en fait.